Bonjour et bienvenue dans l'atelier Entreprises et Territoires, un duo gagnant au service de la transition énergétique. Nous sommes ensemble pendant 1h30 pour évoquer des initiatives concrètes de partenariat public-privé avec des témoignages croisés, élus, chefs d'entreprise, techniciens, sur des projets en cours de déploiement sur notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Des projets qui visent à accélérer la transition énergétique de nos territoires et de nos entreprises. Pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir 5 intervenants, avec d'abord M. Fabrice Pannecook, maire de Moutier, président de la communauté de communes Cœur de Tarentaise, près de 10 000 habitants sur 6 communes au cœur de la Savoie, également conseiller régional. Et je précise que vous êtes également président depuis quelques semaines d'Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, la structure en charge de la promotion touristique du territoire. Merci d'être avec nous, M. Pannecook. Également avec nous, Joseph Bertin, président directeur général de Tokai Cobex Savoie, entreprise basée à la Léchère, commune savoyarde située à 6 km de Moutier. Tokai Cobex Savoie intervient dans le domaine du graphite synthétique et du carbone. Vous nous en direz plus tout à l'heure. Chiffre d'affaires de 120 millions d'euros en 2020 et environ 360 salariés. Merci Monsieur Bertin d'être avec nous. Notre troisième intervenant s'appelle Fabien Bordon. Il est chef de projet, mission Lyon-Vallée de la Chimie pour la métropole de Lyon. Une mission qui pilote le projet directeur du territoire à horizon 2030 dans le cadre d'une charte de partenariat qui rassemble plusieurs industriels. Je pense notamment à Chemone, Arkema, Air Liquide ou encore Elkem, mais qui rassemble aussi la région Auvergne-Rhône-Alpes, la préfecture et France Chimie Auvergne-Rhône-Alpes. Notre quatrième intervenant s'appelle Élodie Devancé de Blavou. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable énergie et carbone à l'IFP Énergie Nouvelle. L'IFP est donc un acteur qui intervient dans la R&D et la formation dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement. Et enfin, nous accueillons Xavier Bonnefoy. Vous travaillez chez Enedis et vous êtes en charge des grands producteurs du sillon rhodanien. Je rappelle qu'Enedis est le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité sur à peu près 95% du territoire métropolitain, territoire français continental, avec près d'1,3 million de kilomètres de réseau à entretenir et à exploiter. 39 000 salariés aujourd'hui chez Enedis. Merci à tous les 5 pour votre présence aujourd'hui. Alors, au programme de notre atelier, plusieurs temps forts, un préambule sur l'ambition des politiques publiques et sur les opportunités pour les entreprises. Nous ferons également un focus sur donc 2 projets en cours de déploiement sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, le projet de raccordement gaz dans la vallée de la Tarentaise, en Savoie, et le partenariat public-privé pour la mise en œuvre de panneaux solaires pour des sites industriels dans la vallée de la Chimie, du Rhône solaire. Nous enchaînerons sur une prise de recul par rapport à ces 2 projets en cours de déploiement pour travailler un petit peu sur les facteurs clés de succès et les points de vigilance qui peuvent ressortir. Et enfin, nous terminerons par une séance de questions-réponses. Un micro circulera dans la salle. N'hésitez pas à réagir et poser toutes vos questions sur la fin de l'atelier. Monsieur Pannecook, je vous laisse la parole pour quelques éléments introductifs sur l'ambition des politiques publiques et le contexte dans la vallée de la Tarentaise. Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Quelques mots à ce stade pour évoquer le territoire et, je dirais, le grand principe avec lequel nous travaillons. Le territoire de la Tarentaise n'est pas un territoire qui est très peuplé. On pourra l'évoquer tout à l'heure, ce qui n'est pas sans poser de difficultés lorsqu'on veut développer de grandes infrastructures. Pour autant, il y a une réelle activité. J'évoquerai 2 pans cet après-midi. Le pan des mobilités, avec notamment la gare de Moutier, qui est un lieu important sur lequel il y a de l'ordre de 4 à 500 000 passagers chaque hiver. On est aussi sur un nœud routier qui est important, avec des flux de véhicules de l'ordre de 12 000 véhicules chaque jour qui passent autour de Moutier, 6 000 véhicules qui la traversent. Ça, c'est sur le volet des mobilités. Sur le volet de l'industrie, qui est l'autre pan que je souhaite évoquer, un secteur qui est particulièrement dynamique, avec de l'ordre de 1000 emplois, autour de Tokai Cobex Savoie, dont on reparlera tout à l'heure, autour de Ferropem, qui est du groupe Ferroglobe, avec des difficultés qu'on connaît actuellement, et MSSA, Métaux Spéciaux, qui est situé à Saint-Marcel-Pomblières. Pour schématiser tout cela sur le plan géographique, Moutier se situe au cœur des mobilités dans sa ville et au cœur de l'industrie, avec aucun site sur son territoire, plus aucun site sur son territoire, mais en revanche de l'industrie de part et d'autre. La logique qui a
qui est la nôtre, qui m'anime depuis bien des années maintenant, c'est de considérer qu'il n'y a pas une solution sur les aspects énergétiques. On est évidemment confronté aux difficultés comme l'ensemble des territoires, mais le choix que nous avons fait est d'avoir un regard d'ensemble. Il y a évidemment le développement du véhicule électrique et ce que nous avons initié de mise à disposition de bornes de recharge électriques. C'est d'autant plus important que nous sommes au pied des stations de ski. On sait le risque qu'il y a de perte d'énergie par grand froid sur les batteries électriques. Et donc la recharge à Moutier, avant d'être dans la pente, est un élément qui est important. Mais j'ai envie de dire, nous l'avons fait comme tout le monde l'a fait sur l'ensemble du territoire national. Deuxième élément, c'est autour du gaz, et nous en reparlerons tout à l'heure, puisque c'est la deuxième partie sur laquelle j'interviendrai. Et troisième aspect, qui est celui de l'hydrogène, où je crois pouvoir dire que nous sommes dans les précurseurs, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et avec Impulsion, où nous sommes dans la distribution des 20 stations qui doivent être construites à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes. Celle de Moutier sera livrée au début de l'année 2022. Les travaux sont actuellement en cours. Construire une station d'hydrogène, c'est une chose. S'il n'y a pas des véhicules autour pour consommer l'hydrogène qui est à distribuer à cet endroit-là, évidemment, nous nous trompons complètement. Et donc, sur ce sujet des énergies, il faut l'accompagner, j'en ai la conviction, d'une véritable animation locale. Le choix qui a été fait à Moutier, c'est de mobiliser le manager de centre-ville sur cette question des énergies au service de la mobilité, et notamment de l'hydrogène, ce qui nous permet aujourd'hui d'afficher une commande de 40 véhicules hydrogène entre les entreprises et les collectivités à Moutier et sur les quelques communes autour. Je cite ce chiffre-là parce qu'il est évidemment important, qu'il concerne aujourd'hui des véhicules légers et que nous allons entrer tout prochainement dans une deuxième phase qui est autour des véhicules lourds, puisque nous nous sommes inscrits avec force et volonté dans l'appel à projet ADEME qui a été lancé, sur lequel on a répondu il y a 2 mois maintenant, et qui rassemble 150 véhicules lourds. L'importance de ces véhicules lourds, c'est de pouvoir massifier les consommations. Massifier les consommations, c'est massifier les productions. Massifier les productions, c'est baisser les prix. L'hydrogène, si nous ne faisons pas l'effort de la massification, est à 14 € du kilo. Et on sait que pour devenir attractif, et je n'ai pas dit compétitif, j'ai bien dit attractif, il faut que nous arrivions à 9 € du kilo, ce qui va désormais être possible par les schémas de massification que nous avons mis en œuvre. Massification des consommations, massification aussi des productions, parce que la stratégie que nous avons prise a évolué ces derniers mois, ce qui a été prise à l'échelle régionale, de massifier la production sur 3 sites à l'échelle régionale, plutôt que d'identifier de la production sur chacun des sites de distribution. Étant précisé, bien sûr, et c'est un sujet que nous évoquions il y a quelques instants encore, tout cela étant évidemment de l'hydrogène dit vert, en tous les cas décarboné. C'est un élément clé de voûte de la démarche qui est initiée. Voilà, donc s'il y a une chose à retenir, c'est bouquet énergétique, et s'agissant du gaz, on en reparle dans quelques instants. Merci Fabrice Pankouk pour ces premiers éléments introductifs. Je me tourne maintenant sur ma droite avec Fabien Bordon pour nous présenter la mission Lyon Vallée de la Chimie et l'usine énergétique métropolitaine. Oui, donc la métropole de Lyon anime, impulse le projet de territoire Lyon Vallée de la Chimie 2030. On est une petite équipe depuis 2013 qui portons vraiment le projet de territoire, qui coordonnons l'action, les réflexions avec nos partenaires locaux sur le terrain, avec les entreprises, avec les industriels. L'idée de ce projet de territoire est évidemment de conforter cet écosystème industriel. Vous êtes plusieurs d'entre vous ont certainement traversé l'écosystème de la vallée de la chimie, peut-être ce matin en venant jusqu'à l'hôtel de la région. L'idée est vraiment d'assumer cet héritage industriel, ses compétences, ses savoir-faire, d'accompagner la transition industrielle, la transition écologique de nos acteurs historiques en présence, mais également de densifier la plateforme en accueillant de nouvelles activités autour des filières chimie, énergie, environnement. Donc c'est vraiment notre priorité. Et comme l'a dit Guillaume, on a vraiment une gouvernance locale, publique-privée qui fonctionne, qu'on a mis en place. On a un projet de territoire partagé qui a été co-construit avec les acteurs locaux. Et on a également
puisque comme vous l'imaginez, ce projet de territoire, on vise l'horizon 2030, donc quand même on est sur du moyen-long terme. On a également développé des outils très concrets pour enclencher des actions très rapidement sur le terrain, et on va vous en présenter un exemple juste après. Et un des leviers complémentaires qu'on a développés sur le territoire, un peu dans une logique de résilience, on a des contraintes très fortes, on est face à des sites Céveso, on a un plan de prévention des risques technologiques. Et du coup, on a développé des concepts pour quand même, malgré tout, donner une valeur ajoutée, donner une plus-value à des fonciers très contraints. Et du coup, vous me voyez arriver autour de l'usine énergétique. L'idée est vraiment de faire de la vallée de la Chimie un lieu qui va produire de l'énergie renouvelable et de l'énergie de récupération au service de la métropole et au service des Grands Lyonnais. Déjà aujourd'hui, plus de la moitié de l'énergie renouvelable et de récupération qui sont produites sur le périmètre métropolitain provient de la vallée de la Chimie. Et du coup, notre idée, c'est vraiment d'aller exploiter tous les gisements présents sur le territoire. Aujourd'hui, peut-être certains d'entre vous ont suivi ce matin un atelier autour de l'énergie fatale, de la récupération de chaleur industrielle. On travaille aussi évidemment sur la filière hydrogène, puisqu'on a des gros consommateurs en local d'hydrogène industriel. Et du coup, on a ce concept d'usine énergétique métropolitaine. On va vous présenter avec Élodie et Vincent donc, le projet Lyon-Rhône Solaire autour du solaire photovoltaïque, puisque c'est un des premiers projets qui est sorti, et vous allez voir qui est fini. Par contre, tout ce qu'on met en place sur le volet photovoltaïque, on le développe également sur l'énergie fatale, sur l'hydrogène. Donc c'est vraiment un accompagnement qu'on fait sur tous les sujets, vraiment avec un panorama très large. Et du coup, je crois qu'on a un petit extrait. Oui, on va regarder une courte vidéo de quelques secondes justement sur le projet Lyon-Rhône Solaire que vous venez d'évoquer à l'instant. Alors, c'est vraiment un extrait. Guillaume m'a censuré. Mon clip durait à peine 3 minutes. Je vous invite vraiment à aller sur notre site internet où vous verrez le concept global avec toutes les subtilités des briques du projet. Alors peut-être maintenant peut-on évoquer l'implication de l'IFP dans la mission Lyon-Vallée de la Chimie et le projet Lyon-Rhône Solaire avec Élodie Devancé de Blavaux. Oui, alors bonjour à tous. Donc, juste quelques mots pour présenter IFP Énergie Nouvelle, si vous ne connaissez pas. Donc, on est un acteur français de recherche et de développement dans la transition énergétique, comme ça a été évoqué au tout début. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? On fait de la recherche fondamentale, appliquée, on développe donc des procédés, des services, des produits qui ont pour objectif donc d'agir dans le cadre du développement des mix énergétiques et de la décarbonation. On existe depuis plus d'une 50aine d'années, donc c'est un centre de recherche assez connu sur le domaine. Pour être un peu concret, parce que tout ça c'est assez général, on va travailler sur des projets comme ceux qu'a évoqué M. Pankouk tout à l'heure, sur l'hydrogène, sur tout ce qui va être procédé de production décarbonée d'hydrogène. On va travailler évidemment sur tout ce qui est captation, stockage de CO2 avec des procédés innovants. On va travailler sur le recyclage des plastiques, qui est un des grands sujets du XXIe siècle, avec les millions et les millions de tonnes qui sont émis aujourd'hui et sur lesquels il faut trouver des nouvelles solutions de recyclage. Le recyclage mécanique ne suffit plus, donc on a aussi des procédés de recyclage chimique qui permettent de vraiment maximiser le tri et la récupération et la réutilisation de ces produits-là. Et puis évidemment, on travaille dans le mix énergétique, il y a tout ce qui va être autour des énergies alternatives, sur de l'éolien offshore, de la géothermie, qui sont des domaines de travail historique. Donc tout ça évidemment, c'est vraiment notre ancrage dans la recherche vers le mix énergétique français, vers les solutions alternatives. Et cet aspect innovant qui est donc au cœur de notre métier, progressivement, on a réalisé qu'il fallait aussi apporter un aspect innovant dans notre position d'acteur local et donc dans notre quotidien. Et l'impact carbone, l'impact énergétique qu'un site de R&D comme le nôtre peut avoir sur le territoire sur lequel il est installé. Et c'est dans ce cadre-là
que le projet de l'appel des 30 de la métropole a vraiment pris tout son sens pour nous. Donc l'idée était d'identifier une ou des parcelles sur notre site de recherche industrielle sur lesquelles du solaire pouvait être installé. On est situé donc sur ce qu'on appelle la vallée de la chimie. Le solaire, on sait qu'on peut avoir des rendements intéressants, mais on n'est pas non plus sur le territoire français qui présente les meilleurs rendements. Donc un projet comme celui-là, d'ampleur, sur une parcelle de plusieurs milliers de mètres carrés à couvrir, sur des sites contraints, c'est-à-dire des sites soumis à des plans PPRT, soumis CPE. Ce n'était pas forcément aisé, la facilité n'était pas le mot-clé de départ d'un projet comme celui-là, et seul, probablement, KIFPEN ne l'aurait pas envisagé, en tout cas à cette période-là. Les investissements à consentir et la rentabilité qu'il pouvait y avoir derrière n'étaient pas forcément réalistes et réalisables pour nous. Donc c'est là, voilà, encore une fois, que le projet a pris tout son sens et que l'aspect collaboratif et partenarial de la métropole qui nous a été présenté nous a vraiment interpellés. L'aspect partenarial, il a été très important pour nous avec non seulement la métropole, qui a vraiment été fédératrice, qui nous a aidé qui a piloté en fait, qui a clairement et coordonné le projet du début à la fin. Un projet comme celui-là, d'installation d'énergie alternative sur un site à caractère industriel, il faut compter 2 voire 3 ans de délai de réalisation. Entre la première approche, qui est une approche volontariste, de rentrer dans une dynamique, les études préalables, des études techniques, vous avez des études juridiques, des études évidemment économiques, de faisabilité, la préparation à la sélection des bons partenaires derrière industriels pour vous accompagner sur la réalisation du projet, puis les phases travaux jusqu'à la mise en service. Évidemment, tout au long de cette durée-là, vous avez tout un tas d'éléments qui peuvent vous amener en fait à arrêter le projet. Et si la coordination n'est pas suffisamment forte et soutenue, vous avez beaucoup de projets comme ça sur le territoire qui sont abandonnés en cours de route. Nous, une des clés, alors ça c'est un peu le sujet de la fin de l'atelier, donc je ne vais pas tout dire, mais voilà, quand même une des clés de ce projet-là, comme je vous l'ai dit, ça a été d'avoir la métropole qui nous a soutenus, qui nous a embarqués dans son projet, qui a facilité vraiment le suivi et la coordination. Et cette coordination, elle a été aussi accompagnée d'une mise en relation avec d'autres industriels de la vallée, puisqu'on était 6 industriels à participer à cet appel à projet en 2016, 17, ouais, 2016. On va en reparler juste après, justement, sur les dates clés. Ouais. Et alors, évidemment, on se connaît dans la vallée, les différents industriels le long de l'autoroute, on échange bien souvent ensemble. Mais sur ces aspects-là, pas du tout. On échange sur des sujets de recherche, principalement, sur des sujets d'innovation propres à nos activités, cœur de métier. Et là, ça nous a permis, cette mise en relation, d'avoir une autre approche sur notre impact à chacun, justement, local, territorial. Donc ça nous a facilité les choses, échanger sur nos retours d'expérience, sur éventuellement d'autres projets d'installation, d'énergie alternative ou d'innovation sur les sites. Ça nous a aussi permis d'échanger les points de vue quand il a fallu choisir le partenaire industriel qui allait réaliser les installations et réaliser les travaux. On s'est réellement concerté autour de la table. J'arrive du coup au dernier point qui est celui du partenariat avec justement le prestataire qu'on a choisi, Terre et Lac, où là aussi une relation vraiment collaborative tout au long de la durée du projet. Le fait d'avoir un seul partenaire pour les 6 industriels, ça a aussi été un véritable atout. Individuellement, comme je vous le disais, chaque industriel, si on avait dû porter un projet seul, déjà porter un projet comme ça dans le cadre d'un appel d'offres, puisque ça faisait partie donc, d'un appel d'offres auprès de la Creux pour obtenir un tarif de rachat de l'électricité qui est produite par nos installations solaires. Seul, il est quasi évident que notre projet n'aurait jamais été sélectionné. C'est vraiment le principe d'avoir tous les industriels collaborer les uns avec les autres,
d'avoir eu un seul partenaire unique qui a mis ensemble nos projets, qui les a mis en valeur en les réunissant, qui, on en est sûr, a favorisé la réussite en fait, et le fait qu'on ait pu aller jusqu'au bout de la démarche. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Alors passons maintenant au calendrier de déploiement du projet Lyon-Rhône solaire depuis ses origines en 2017 avec Xavier Bonnefoy. Bonjour à tous, donc Xavier Bonnefoy, Enedis, donc comme l'a dit Guillaume, donc Enedis, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité, on couvre 95% du territoire français. Et en fait, juste un petit point, en 2020, donc l'année dernière, l'année Covid, nous avons accordé sur le réseau 2,3 gigawatts donc d'installations ENR. Donc en fait, PV, éolien, petit hydro, voilà. Et en 2019, on avait fait mieux, on en avait raccordé 2,5 gigawatts. Voilà. Donc en fait, nous, Enedis, nous avons été approchés donc en 2017, début 2017, par la métropole de Lyon, qui est venue nous rencontrer avec le projet qu'on appelle l'appel des 30. Donc on découvrait tout ça, et donc on nous expliquait, donc l'homologue de M. Bordon, nous expliquait ce qu'ils attendaient d'Enedis en fait. Donc en fait, le projet, donc c'était verdir la vallée de la chimie. Très clairement, c'était ça. Et donc, le concours d'Enedis, en fait, c'était donc de raccorder ces installations, ces futures installations solaires qui allaient arriver. Voilà. Donc, très rapidement, ça s'est enclenché. 3 mois après, donc au mois de mai, on a eu une première rencontre avec donc Terrelac, dans les locaux de Terrelac, ou Lyon-Rhône solaire, donc on prend les deux noms, en fait. Et là, nous, Enedis, nous leur avons expliqué et détailler très précisément le processus de raccordement donc, des installations au réseau de distribution d'électricité. Donc, les projets n'étant pas mûrs, ce qu'ils souhaitaient tout de suite, c'est connaître en fait, le coût du raccordement. C'était le nez de la guerre, en fait. Donc, ils sont passés par des préétudes. Donc, ils nous ont demandé de faire des préétudes sur les 6 sites qui avaient été choisis, les 6 sites industriels. Donc, on leur a fait leurs préétudes. Et rapidement, donc, derrière, ils ont encliqué en fait, et ils sont revenus vers nous avec cette fois-ci des demandes conformes en fait, de raccordement au réseau donc Enedis électrique, donc d'installation qui oscillait entre 300-400 kW jusqu'à 1,6 MW. Voilà. Et donc les premières demandes sont arrivées indépendamment les unes des autres en 2018. On a réalisé les travaux de raccordement électrique donc au réseau 20 000 volts. On les a raccordés donc courant 2019 pour les premières. Et les premières mises en service ont eu lieu au tout début de l'année 2020, en même temps que l'arrivée du Covid. Mais on y est arrivé. Ça a été un petit peu compliqué, mais on y est arrivé parce que dès le mois d'avril, le Covid est arrivé quand même chez nous donc au mois de mars, dès le mois d'avril, on réussissait à raccorder et à mettre en service les premières installations solaires. Voilà, donc ça a été une belle expérience en fait. Et en fait, c'est vrai que nous, Enedis, on est un acteur obligé, si vous voulez, pour le raccordement, que ce soit sur le réseau basse tension de 130-400 volts ou sur le réseau 20 000 volts. Mais bon, on est réellement donc au service de la transition énergétique et écologique. Voilà, Guillaume, ce que je pouvais préciser. Merci beaucoup. Alors, on rentrera dans le détail du projet Lyon-Rhône solaire tout à l'heure. Mais maintenant, on va revenir là sur la vallée de la Tarentaise en Savoie pour justement évoquer de manière plus précise le projet de raccordement gaz dans cette vallée. Et je me tourne vers Fabrice Pankouk. Peut-être, est-ce qu'on peut préciser un petit peu la raison d'être de ce projet ? Oui, bien sûr. On peut préciser et dire comment on a initié et comment on regarde maintenant l'avenir. Tout commence à cause de Joseph Bertin, qui est à côté de moi, parce que, comme industriel du territoire, il nous fait savoir, collectivement, l'importance que pourrait représenter le gaz pour son entreprise, et notamment sur les développements qui seraient à conduire. Donc, quand on est un élu local, un sujet comme celui-là, c'est assez difficile à appréhender et c'est un véritable sujet d'aménagement du territoire, puisque le gaz, en gros, quand on est à Moutier, le gaz est à 30 km. Donc, vous voyez un peu la difficulté de ce que ça peut représenter. Très rapidement, donc, nous nous sommes rapprochés de GRT Gaz parce qu'on a compris qu'il y avait une vraie notion de compétitivité industrielle autour de ce sujet.
Et quand on est dans une vallée qui est à la fois touristique et industrielle, quand on parle des questions de compétitivité, c'est évidemment majeur parce que pour nous, l'histoire même de la vallée est liée à l'industrie qui y est installée. Donc on veut donner les meilleures clés, autant qu'il est possible de le faire, pour le fonctionnement et le développement. Le travail qui a été conduit a donné rapidement le premier résultat, qui était de dire qu'il nous faut réaliser une conduite de transport de gaz sur 23 km et qu'ensuite, il faut que nous mettions en œuvre une DSP pour assurer la distribution. Alors au départ, la distribution, c'était alimenter un industriel. Comme il y a une deuxième usine qui se trouve à proximité en face, ça a été rapidement de se dire 2 industriels. Et en discutant avec les autres collègues maires du secteur, j'ai dit, mais finalement, une fois qu'on a amené du gaz pour de l'industrie, c'est quand même dommage de ne pas le détourner pour des questions domestiques auprès des bâtiments publics ou même de copropriétés privées et de logements et de bâtiments publics. Ce que nous avons fait en réunissant un comité de pilotage composé, je dirais, de tous les acteurs, parce que l'objectif, quand on parle de compétitivité industrielle, c'est pas de s'inscrire dans du temps long, c'est d'être en action-réaction pour pouvoir apporter les solutions. Et donc, très rapidement, on a réuni les acteurs utiles sur un sujet comme celui-là, avec l'État, avec la DDT, l'ADREAL, et les différents acteurs publics locaux. J'insiste sur cette présence de l'État dans le dossier, parce que quand on veut aller vite, il faut aussi pouvoir anticiper toutes les questions de réglementation, sans les détourner, mais de les aborder avec force et en engageant directement les décideurs dans la démarche qui est conduite. Et là, très rapidement, on s'est rendu compte que, d'abord, on avait bien fait de se poser la question domestique, mais qu'il y avait aussi, finalement, une autre industrie qui se trouvait de l'autre côté, MSSA, métaux spéciaux, et qu'il pouvait être pertinent, notamment sur des questions de niveau de risque compte tenu du stockage de gaz qu'ils ont sur leur site, il pouvait être intéressant d'avoir une desserte par la même occasion. Ça rallonge le tuyau, mais ça optimise la réalisation du chantier. Et dans nos échanges, il est apparu aussi que, comme nous sommes un hub de mobilité, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien, la Fédération nationale des transports de voyageurs s'est montrée intéressée par le projet et, par extension, la Fédération nationale des transports routiers, pour les marchandises, s'est également montrée intéressée sur le projet, ce qui fait que nous l'avons complété, du coup, avec un projet de station d'avitaillement à l'occasion du déploiement. Depuis, que s'est-il passé ? Ça nous a pris 2 années à peu près pour faire ce travail-là. Depuis, que s'est-il passé ? On a levé les freins techniques, on a levé les freins réglementaires et on a aujourd'hui une définition assez précise de ce que peut être le projet sur le plan technique, du tracé de la conduite de transport et de l'incidence que ça peut avoir sur les milieux, ce qui veut dire qu'on a adapté, pas trop près de l'eau par exemple, etc. On a adapté en fonction de l'ensemble des contraintes qui avaient été identifiées. On est désormais dans un moment qui est celui de la réalité des prix, où nous discutons de la manière avec laquelle on peut financer le projet. Parce que le transport est estimé en gros à 17 millions d'euros, et puis la distribution se met en œuvre derrière, mais il faut qu'on puisse porter le coût du transport dans le prix du gaz à l'occasion de la distribution qu'on imagine dans le cadre d'une délégation de service public. Donc nous sommes dans ce moment actuellement, sur lequel on a sollicité, nous aussi, la Commission de régulation de l'énergie pour adapter notre projet à la réalité du terrain. Parce que ce qui est une de nos fragilités, je l'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y a en réalité peu d'abonnés au bout du tuyau. Et donc, il faut faire porter un coût important sur un nombre d'abonnés qui est, somme toute, très relatif par rapport à ce qu'on peut connaître dans le milieu urbain. Et donc, on a associé aussi dans la démarche, là, pour le coup, l'État, le département et la région, avec l'objectif de pouvoir embarquer tout le monde. Là encore, parce qu'il y a la nécessité de pouvoir répondre des enjeux de compétitivité, notamment de l'industrie locale. Et quand on parle de compétitivité d'industrie, on parle d'investissement, et ce sera l'objet de ce que va nous dire Joseph, et on parle aussi d'emploi.
et pour les élus locaux, ce sont des sujets qui sont évidemment majeurs puisqu'ils entraînent les dynamiques territoriales auxquelles nous sommes confrontés. Pour finir, il y a un aspect de calendrier sur lequel nous sommes collectivement engagés et je dirais responsables de ce qu'on va être capable de faire. Cet objectif de calendrier, c'est un démarrage du chantier en 2024. Donc vous voyez, il nous aura fallu 3 ans et demi pour être entre l'impulsion de l'idée et un démarrage de chantier que nous souhaitons évidemment pouvoir tenir dans cette temporalité. Alors je me tourne maintenant vers le chef d'entreprise Joseph Bertin, justement pour mettre en perspective ce projet de raccordement gaz et ses opportunités pour l'activité de Tokai Cobex Savoie et pour la transition énergétique du territoire. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup. Effectivement, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, à la base, je suis allé voir Fabrice Pankouk pour lui parler de ce raccordement gaz et dans quel cadre ça s'inscrit. Et je vais vous parler de matériaux graphite d'anode pour batterie lithium-ion ultra bas carbone. Alors, batterie lithium-ion, je pense que ça parle à tout le monde avec la révolution technologique des véhicules électriques qui est en train d'arriver maintenant, que personne ne peut ignorer. Et je vais vous expliquer pourquoi Tokai Cobex s'intéresse particulièrement à ce marché-là et à ce développement-là, alors que ce n'est pas du tout notre métier d'origine. Si on peut passer au slide suivant. Alors justement, notre métier d'origine, notre métier, c'est le carbone et c'est le graphite industriel sous toutes ses formes, à part le diamant, désolé. Pour tout le reste, c'est nous. Et donc, on va se retrouver dans ce qu'on appelle les électrodes graphite, donc ce qui servent à l'industrie sidérurgique, les aciéries électriques, ou d'une manière générale, l'industrie des ferroalliages. On va se retrouver dans tout ce qu'on appelle le carbon black, c'est-à-dire les matériaux de renforcement des pneus. C'est ce qui fait que les pneus sont noirs, c'est parce qu'il y a du carbone dedans. On va se retrouver aussi sur toutes les applications du carbone et du graphite comme matériaux de construction mécanique, division fine carbone. Et puis, ce qui est notre métier à nous, historiquement Carbone Savoie, devenu récemment Tokai Cobex Savoie, c'est les matériaux pour l'électrolyse de l'aluminium primaire. Ça sert de fond de cuve d'électrolyse pour l'aluminium et c'est au passage un matériau conducteur et réfractaire. Bon, voilà, donc vous voyez que tous ces métiers-là, toutes ces applications-là, elles n'ont pas beaucoup de rapport avec le véhicule électrique. Et pourtant, on entend beaucoup parler de batteries lithium-ion. Ça, c'est le marketing qui les appelait comme ça. Et en fait, il y a 15% de graphite dans ces batteries. C'est en fait le matériau qui sert à stocker l'énergie, qui sert à stocker les ions lithium dans une batterie lithium-ion. Ce qui veut dire que suivant de quel véhicule on parle, mais si on parle d'une Zoé, on va avoir à peu près 300-400 kg de batterie et on va avoir à peu près 50 kg de graphite. Dans une Tesla, on va avoir à peu près le double, on va avoir à peu près 100 kg de graphite. Et quand on ramène ça au marché automobile, on a à peu près 100 millions de véhicules dans le monde qui se font. Je vous laisse faire le calcul, mais ça représente des volumes de graphite qui sont absolument colossaux. On parle de quelques millions de tonnes de graphite. Et pour vous donner un ordre de grandeur, le graphite aujourd'hui, toutes applications confondues, donc toutes celles que je vous ai décrites avant, c'est à peu près 2 millions de tonnes. Donc on va avoir une révolution dans les 10 prochaines années complètement hallucinante de notre métier et de nos marchés. Le deuxième élément extrêmement important qui est sur ce slide, c'est en fait la prédominance des Asiatiques sur ce marché-là. Aujourd'hui, la technologie batterie, la technologie des matériaux pour les batteries lithium-ion, elle est très largement dominée par les Asiatiques, la Chine en tête. Et si on se concentre sur les matériaux d'anode, donc sur le graphite, là c'est plus de 95%. Ce qui veut dire qu'on a une hégémonie asiatique et à l'intérieur de cette hégémonie asiatique, une hégémonie chinoise. Et donc, nous, notre projet, c'est quelque part de venir un petit peu mettre un grain de sable là-dedans et puis au passage, vous allez le voir, de proposer une solution qui est bien meilleure d'un point de vue des émissions de CO2. C'est là qu'on revient sur la transition énergétique et écologique. Là, vous avez une photo de ce qui se passe en Chine aujourd'hui pour produire le graphite pour les batteries lithium-ion. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour produire en fait ce graphite, ils vont utiliser des technologies qui ont été développées dans les années 1920, qui consiste à mettre le graphite dans une énorme pièce, à peu près la taille de la pièce dans laquelle on est, à entourer tout ça d'emballage, c'est-à-dire à peu près 3 à 4 fois plus que le matériau qu'on va graphiter, et puis à faire passer pendant 3 à 4 semaines un courant électrique. Et tout ça pour monter à 3000 degrés. Et le résultat, c'est, évidemment, on va consommer énormément d'énergie. Cette énergie, elle est évidemment produite par des centrales à charbon, on est en Chine.
et elle va produire au passage essentiellement des coproduits, des déchets. Et c'est ce que vous voyez dans le fond de l'image. Dans le fond de l'image, les big bags blancs que vous voyez, c'est les déchets. Et puis au premier plan de l'image de droite, vous voyez des espèces de grands barils, là, c'est les creusés en graphite, dans lequel on va finir par trouver le graphite poudre qui va servir à faire les véhicules électriques, à faire les batteries. Donc on comprend bien avec cette description qu'on a un procédé qui est très peu performant et qui va produire 4 à 5 fois plus de déchets que de produits réellement utilisés pour les batteries. Et nous, ce qu'on veut faire au travers de notre projet, c'est de trouver la solution qui fait qu'on va faire exactement l'inverse de ça, c'est-à-dire produire quand même beaucoup plus de produits utiles et avec une consommation électrique qui va être 2 à 3 fois plus faible. Et ça, c'est le procédé que vous avez sous les yeux. Alors, qui n'est pas un procédé hyper innovant, c'est un procédé qui a été développé dans les années 60, optimisé jusque dans les années 2000, qui s'appelle la graphitation longitudinale et qui permet en fait de passer le courant électrique directement dans les produits à graphiter et donc d'avoir une performance énergétique bien meilleure. On va faire ça en l'espace de quelques heures, là où c'est fait en quelques semaines en Chine, et on va produire à peu près un tiers de déchets, là où on en produisait 3 à 4 fois la quantité de produits à graphiter en Chine. Donc on voit bien qu'on a un procédé qui change complètement la donne. On va réduire d'à peu près d'un facteur 10 à 20 les émissions de CO2 grâce également à l'alimentation électrique française qui est décarbonée par nature, que ce soit hydroélectrique, ce qui est notre cas principalement dans les Alpes, mais aussi nucléaire. Et puis le fait d'avoir divisé par 2 la consommation énergétique divise également cette émission de CO2. Voilà, j'espère vous avoir donné en assez peu de temps et en n'étant pas trop lourd l'intérêt du procédé qu'on développe. C'est à peu près 3 ans de R&D qui sont derrière, c'est 20 millions d'euros d'investissement. Pour une boîte comme Tokai Cobex Savoie, c'est beaucoup d'argent. On fait à peu près, ça a été dit, 100 millions de chiffre d'affaires. Donc ramenez ça, vous voyez à peu près l'investissement de recherche et développement que ça représente. Et aujourd'hui, on est en train de se positionner sur le marché européen pour produire à un horizon de 3 à 5 ans à peu près 50 000 tonnes de graphite, c'est-à-dire à peu près 10 à 20% du marché européen du graphite pour les batteries européennes. Alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça alors qu'on parlait de desserte en gaz et quel rapport avec tout ça? Et ben en fait, je vous ai parlé de beaucoup d'électricité. Pour faire ces produits-là, il faut aussi une énergie fossile, enfin une énergie de combustion, parce qu'il y a une phase de cuisson qui nécessite de l'énergie fossile qu'on ne peut pas électrifier. On a besoin d'atmosphère inerte à ce moment-là, et c'est la seule façon d'y parvenir. Et ça, c'est l'intérêt du combustible fossile d'une manière générale. Et le gaz, en tant que combustible fossile, est le combustible le plus performant. On va émettre 30% de moins de CO2 pour une unité d'énergie donnée. Et puis, on va aussi émettre infiniment moins de composés divers et variés. Quand on brûle du fioul lourd, par exemple, comme quand on brûle du bois, on va émettre tout un tas de composés organiques dans l'atmosphère. Le fait de passer au gaz permet d'éviter tout ça. Et puis le dernier point extrêmement important, c'est que le gaz, ça se transporte, comme ça a été dit, par un tuyau, et ça évite d'avoir tout un tas de camions qui se baladent sur les routes dans la Tarentaise, qui est déjà assez encombrée. Voilà, donc c'est pour cette raison-là que en fait, je suis allé voir Fabrice, effectivement, il y a 3 ans, pour lui expliquer ce projet-là, pour lui expliquer que c'est un projet technologique. On ne parle plus d'industrie lourde. Nous, on a l'habitude d'être sur de l'industrie lourde, mais là, on parle d'industrie technologique. Les batteries, c'est de l'électronique. C'est de l'électronique comme vous avez votre téléphone portable. La vitesse de développement, la vitesse d'investissement est absolument clé. Et donc, c'était extrêmement important, si on veut que ce projet voie le jour, qu'un projet d'aménagement du territoire se mette à peu près au rythme d'un projet technologique. Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'effectivement, ça a été bien présenté. On a vraiment trouvé des solutions pour accélérer les choses et il reste encore quelques étapes clés, dont le financement à trouver pour arriver au bout. La phase de réalisation étant finalement la plus courte de tout le projet. Très bien, merci. Gardez vos questions pour tout à l'heure là, sur le projet de raccordement gaz. Je vous propose maintenant de venir à la vallée de la chimie et au projet Lyon-Rhône solaire, donc à quelques kilomètres à vol d'oiseau de là où se déroule cet atelier actuellement. Fabien Bordon, en quoi consiste l'appel des 30 ? En fait, l'appel des 30 est vraiment notre outil concret, notre outil opérationnel pour mettre en musique et pour développer les projets qu'on veut mener sur le territoire. L'appel des 30, initialement, alors le 30 fait référence à une trentaine de partenaires que vous voyez
Vous voyez toute cette constellation de logos. On a à la fois des partenaires qui sont les industriels de la vallée de la chimie, qui sont propriétaires du foncier, propriétaires de foncier disponible. On a également les communes, les collectivités, des partenaires comme la région, l'ADEME, les services de l'État à travers la préfecture. On a également des financeurs dans cette équipe. Et on a vraiment tous ensemble défini autour d'une gouvernance partagée un dispositif qu'on a baptisé l'appel des 30, qui est un appel à projet. Et lors de l'édition 2016, nous avions donc mis en visibilité dans l'appel des 30, dans l'appel à projet, des fonciers disponibles qui pouvaient accueillir des panneaux solaires photovoltaïques. Donc on peut peut-être... Et du coup, alors, vous les devinez sur la carte, c'est des quelques pastilles jaunes. On a donc mis en visibilité dans ce dispositif d'appel à projet, piloté, coordonné, animé par la métropole de Lyon, mais vraiment qui est un dispositif partenarial, vous l'avez vu, avec des prises de décision qui sont partagées. Nous avions mis en visibilité un gisement d'à peu près 87 000 m² de surface qui pouvait venir accueillir des centrales solaires. 87 000 m², ce n'était pas la totalité du gisement, c'était les mètres carrés dont les propriétaires avaient accepté, comme l'IFP, de venir avec nous dans l'aventure. Ces surfaces, elles sont réparties sur 6 sites industriels. Et comme on vous l'a rappelé tout à l'heure dans le propos introductif, c'est vrai qu'on est sur des sites qui sont très contraints, souvent des sites Céveso, des sites industriels en activité, avec quand même... pas mal de critères à prendre en compte. Et c'est aussi pour ça que ça justifiait que la métropole de Lyon participe, enclenche un peu la dynamique et anime le dispositif. Et par contre, je souligne quand même un aspect qui est assez intéressant pour nous, c'est que ce format d'appel à manifestation d'intérêt est assez souple et assez agile, ce qui nous a permis tous ensemble également de définir un cahier des charges où on pouvait mettre vraiment ce qu'on voulait. Je vous cite juste un exemple. Arkema, donc à Pierre-Bénite, vraiment pas très loin d'ici, produit du quinard, un plastique technique. Et ce quinard est utilisé en sous-couche dans certains panneaux solaires. Donc évidemment, dans notre cahier des charges, on était très sensible, sans forcément l'imposer, mais on était très sensible à ce que les candidats, les apporteurs de solutions, les opérateurs photovoltaïques qui souhaitaient travailler avec nous, nous disent on vient avec votre panneau solaire qui comporte ce composant. Donc on a vraiment pu, comme ça, privilégier des sous-traitants locaux, des prestataires locaux, certains produits. On a vraiment tous ensemble défini un cahier des charges. Donc vous l'avez compris, on a fait un petit teasing, mais le résultat de cet appel à projet, déjà c'est un gros succès puisqu'on a eu 17 opérateurs photovoltaïques qui ont candidaté, puisque le gisement qu'on avait mis en visibilité était quand même assez important et était attrayant pour eux. On a sélectionné tous ensemble, et ça encore une fois il faut souligner le choix des industriels qui avaient quand même ce pouvoir de décision de continuer à jouer collectif et d'avoir pris et sélectionné un unique opérateur, ce qui a permis vraiment de continuer dans cette logique de massification, de travail en commun, de mutualisation, de partage d'expériences et de négociation collective. Et du coup, alors vous voyez le logo, on l'a déjà cité, nous travaillons donc avec l'opérateur photovoltaïque Terrelac Solaire. Et le gros avantage du projet qui avait été proposé par Terrelac, c'est que lui-même jouait le jeu de cet ancrage territorial et de ce projet global. Qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est qu'on a vraiment un modèle économique vallée de la chimie. C'est-à-dire qu'on a certains sites, parce que la configuration était plus facile, parce que la surface était plus facile à aménager, on avait des sites qui étaient très rentables, qui servaient un peu de locomotive. Et certains opérateurs nous ont dit, si vous nous passez cette galette, on s'engage à aménager d'autres secteurs, d'autres fonciers qui étaient plus compliqués avec toutes sortes de contraintes ou de subtilités. On peut dire par exemple que l'IFP Énergie Nouvelle à Solèze, vous êtes sur du domaine public fluvial, donc avec un statut du foncier un peu particulier. Donc on a cumulé plein de choses, mais Terrelac, on a vraiment joué le jeu tous ensemble d'avoir un projet collectif et du coup des projets un peu moins rentables, mais qui étaient rendus possibles par des projets plus faciles. Grosse réussite puisque on a répondu donc aux appels d'offres de la Commission de régulation de l'énergie, puisque toute l'énergie est revendue sur le réseau, puisqu'on est plutôt chez des industriels qui ont des tarifs d'achat d'électricité qui sont plutôt avantageux.
Et c'est vrai que quand on a fait le projet, c'était plus rentable économiquement de revendre l'énergie. Tout simplement, on a très peu fait, on n'a pas fait du tout même d'autoconsommation, même si on a étudié ces pistes. Et du coup, pour répondre et candidater à ces appels d'offres de la Creux, on est allé jusqu'au bout de la démarche et la métropole de Lyon a continué à s'engager avec les acteurs locaux puisqu'on a créé une société de projet, une SA, constituée donc de Terre et Lac Solaire, du fonds régional OSE énergie renouvelable, et la métropole de Lyon a pris 27,5% de participation dans cette société de projet. Pour nous, c'était vraiment une première. On expérimentait un peu ce dispositif. Pareil, pour aller au bout de cette logique d'ancrage territorial, on a évidemment fait un petit peu de financement participatif en plusieurs vagues. Une première vague de financement participatif était ouverte uniquement aux salariés des sites qui accueillaient les installations. Ensuite, voilà, on a élargi un petit peu jusqu'à ouvrir le financement participatif à l'ensemble des Grands Lyonnais. Et je vous avoue qu'en 48 heures, les 250 000 euros étaient collectés. Donc on a vraiment eu une vraie innovation organisationnelle autour de ces projets de centrales solaires sur le territoire. Peut-être quelques données clés qu'on peut retenir là sur le projet. Oui, donc voilà, quelques visuels, une petite cartographie en lien avec la première carte que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc en gros, on est vraiment dans cette logique de centrale au pluriel, de centrale solaire, de créer une usine énergétique avec différents sites qui sont autonomes, mais qui sont liés par un même exploitant, Terre et Lac Solaire, et qui sont liés par des acteurs qui, depuis le début, sont engagés dans l'aventure et ont poursuivi tous ensemble. Et alors, évidemment, tout ça, les travaux, comme l'a dit Xavier, les travaux sont largement finis. On a encore quelques chantiers en cours. Et tout ça n'est pas vraiment fini, puisque à chaque fois qu'on a un nouveau porteur de projet qui arrive sur le territoire, qu'on a la construction d'un nouveau bâtiment ou qu'on a une opportunité, évidemment, on incite, on informe, on accompagne le porteur de projet pour qu'il y ait des panneaux solaires qui soient installés sur son site. Et du coup, on n'a pas résisté tous ensemble à vous mettre quelques photos des réalisations, puisque, encore une fois, tout ça est aujourd'hui opérationnel, on produit de l'énergie. Donc voilà, quelques photos. Là, on est sur le site de JTEC à Irigny. Donc on a fait le choix quand même fort côté métropole de Lyon, et de toute façon, il y avait très peu de foncier disponible au sol. On a fait le choix fort de ne pas mettre de panneaux solaires au sol, justement parce qu'il n'y avait pas de réversibilité possible à court moyen terme. Et du coup, on a développé d'autres concepts, mais on s'est concentré vraiment sur les ombrières de parking et sur des toitures de bâtiments industriels. Voilà, ça c'était la signature du pacte d'actionnariat entre les différents partenaires. On avait fait aussi une petite cérémonie sympa de pose, cette fois-ci pas de la première pierre, mais de pose du premier panneau sur les structures, donc sur le chantier de JTEC. Donc toutes les entreprises, encore une fois, étaient vraiment toutes très motivées par l'opération. Et par exemple, JTEC, qui est une entreprise, alors là on est pareil sur une vue du site, où on est à peu près sur un parking de 540 places. JTEC, qui appartient à un groupe japonais. Le président japonais de l'entreprise était venu pour la cérémonie de la pose du premier panneau, puisque c'était le premier site du groupe dans le monde qui était équipé comme ça. Donc vraiment, pour les entreprises, c'était aussi souvent en interne des motivations diverses, mais avec un vrai engagement pour la transition énergétique. On voit aussi là, le site d'Arkema. Voilà, donc Arkema qui n'est pas très loin. On devine là également des hangars industriels qui ont été couverts. Et puis, on gardait évidemment le meilleur pour la fin. Là, vous voyez le Rhône. Donc là, on est plutôt vers le sud de la vallée de la Chimie, avec à la fois dans une même continuité, avec, je crois même, un même point de raccordement, les parkings du centre de recherche de Total qui ont été recouverts par des ombrières. Et puis, on termine par le site également de l'IFP Énergie Nouvelle, qui est dans cette continuité. Élodie, si vous voulez peut-être dire un petit mot là sur le site IFPEN. Oui, Fabien a abordé plutôt largement le sujet. Mais donc voilà, vous le voyez, nous, c'est un parking qui a été couvert, qui représente à peu près 4000 m². J'ai oublié le nombre de places, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais pour nous, c'est une des plus grosses zones qu'on avait étudiées. Alors, il faut savoir, quand on commence à regarder sur un site le potentiel d'installation solaire, c'est un système en entonnoir. On avait envisagé, je crois, 4 parcelles de mémoire au début. Et puis, assez rapidement, on fait les analyses, les études techniques. Alors, il y a les études de raccordement avec Enedis.
puisqu'il faut trouver un point d'injection. On a les études de sol avec les contraintes PPRT, les risques technologiques qu'on peut avoir sur les sites, et puis on a le potentiel évidemment solaire. Donc en fonction de ça, on finit par faire un tri, et au final sur 4 parcelles étudiées, une seule était pertinente, donc c'est celle-ci, c'est un parking qu'on a au sud du site. Il faut savoir que notre site, c'est un site qui est tout en long, qui fait presque 1 kilomètre de long. On a une quarantaine de bâtiments dessus, donc un caractère industriel fort, comme on l'a dit. On a beaucoup de bâtiments, donc on aurait pu imaginer des toitures à remplir de solaire, mais on a des vraies contraintes, c'est-à-dire que ces toitures, ce sont beaucoup de bâtiments qui sont des bâtiments de laboratoire, dans lesquels vous avez énormément d'équipements techniques qui sont situés en toiture. Et donc voilà, des nouvelles contraintes qui ont fait qu'on a dû repenser les zones de production intéressantes. Et donc ce parking est vraiment ressorti comme la zone pertinente. Pour un organisme comme nous, c'est un grand pas de s'investir dans un projet comme celui-là, parce que 4000 mètres carrés couverts, c'est 4000 mètres carrés qu'on n'utilisera pas en foncier constructible. Une activité comme la nôtre, centre de recherche, c'est de l'innovation, donc ça veut dire que c'est du mouvement en permanence. On a des bâtiments qui ont des activités vraiment parfois exclusives. Je vous ai cité par exemple tout à l'heure l'activité de recherche sur le recyclage des plastiques. Typiquement, cette activité, elle va être traitée à partir de l'année prochaine dans un bâtiment que l'on va construire à usage exclusif de ce domaine de recherche-là. Ce domaine-là, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, forcément, il va évoluer. Donc forcément, le bâtiment va évoluer avec. Donc, consacrer une grande surface comme ça de site à une installation qui est pérenne, qui est durable, puisque là, on parle d'une installation qui aura au moins 20 ans de durée de vie, ce n'est pas négligeable pour nous. Donc, c'était un vrai engagement, d'où encore l'importance de la coordination de ce projet-là et d'une réflexion partagée avec les autres industriels, d'une coordination avec la métropole et d'avoir fait le choix d'un acteur en qui on avait toute confiance, Terre et Lac, qui nous avait prouvé son expérience, son sérieux et son expérimentation passée sur le sujet. Mais c'est un pari réussi au final. IFPEN, donc après à peu près 2 années de travail préparatoire, 6 mois de travaux, on a fini par mettre en service l'installation dans des délais qui étaient plutôt pas trop mal cadrés par rapport au calendrier initial. Donc 3 années de préparation et de travaux, une mise en service en mars 2020 de mémoire, donc un des premiers sites mis en service, je crois. Avec vous avez quelques données qu'on avait mis ici, avec un projet aussi vraiment avec un autre caractère innovant, puisque là on est vraiment sur le projet, le caractère territorial dont on parle depuis 3/4 d'heure, cet ancrage territorial de nous industriels avec les autres industriels dans la vallée de la chimie, avec cette transition énergétique et cet effet de décarbonation important. Mais un projet comme celui-là, donc de cette ampleur-là, il fallait qu'il ait aussi du sens en interne pour nos salariés. Il fallait qu'on y apporte une ambition aussi plus locale. Et ce qui nous a semblé intéressant par le fait de travailler sur une ombrière et non pas sur une toiture solaire, c'est aussi justement l'aspect service que le projet apporte indirectement aux collaborateurs. Ces 4000 mètres de toiture d'ombrière solaire, ils viennent couvrir un parking qui existait déjà. On est en région lyonnaise, donc on a des étés qui peuvent être très chauds. On a des hivers en face qui peuvent encore être assez froids, donc avec tous les désagréments que ça peut générer sur la gestion de son véhicule quand on le laisse toute la journée dehors. Et finalement, ce système d'ombrière permettait d'apporter aussi un confort et apporte aujourd'hui ce confort-là à nos salariés, en leur permettant d'avoir des véhicules beaucoup plus protégés tout au long de l'année. On en a également profité dans le cadre de notre politique environnement pour repenser aussi la gestion de la biodiversité sur le site. Encore une fois, vallée de la chimie, rien que dans le nom, on entend que la biodiversité n'est pas forcément sa part
sur nos sites au départ. Là, ça a été l'occasion de repenser un petit peu à ça. Puisqu'on mettait des ombrières à cet endroit-là, évidemment, les sols allaient être des sols de type imperméable, ne faisaient pas de place à la végétalisation, mais on a repensé un projet de végétalisation sur une autre parcelle du site. Donc voilà, ça nous a permis vraiment d'enclencher une réflexion globale sur, à nouveau, nos impacts à caractère environnemental et social sur nos sites. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ? Ah oui, donc tout à l'heure Fabien l'a abordé, l'aspect social, sociétal important par le concept de l'investissement, du financement participatif. Donc ça, c'est un projet qu'on n'avait jamais non plus abordé à IFPEN, c'est de finalement faire participer nos collaborateurs à ce projet, qui est un projet qui a des effets donc plutôt indirects, on l'a dit, on n'est pas propriétaire de l'installation, on n'est pas propriétaire du contrat d'injection d'électricité, on ne bénéficie pas des recettes, on bénéficie du confort, donc du service indirect rendu par cette installation solaire, et on participe vraiment au déploiement du mix énergétique de la vallée. Mais là, c'était aussi un moyen, cette proposition d'investissement participatif, d'intégrer nos collaborateurs, malgré tout, dans cette démarche-là. Donc en leur ouvrant la possibilité d'apporter leur propre financement sur ce projet, ça permettait de faciliter en fait l'intégration de ce projet-là beaucoup plus facilement sur le site. Merci, Élodie Devancé de Blavou. Alors justement, au regard de ces deux projets présentés dans le détail, le raccordement gaz en Vallée de la Tarentaise et le projet Lyon-Rhône solaire, dans des territoires différents, avec des éléments de contexte spécifiques. On vous propose maintenant de prendre un petit peu de hauteur sur les points déterminants pour la réussite de ces projets publics-privés. Peut-être un premier point sur l'ancrage territorial. Je me tourne notamment vers Fabien Bordon. Oui, vous l'avez compris, nous, le côté métropole de Lyon, on connaît très bien les entreprises de la vallée, on est vraiment en contact avec eux, on travaille avec eux au quotidien. Et cette proximité, cette confiance qu'on a tissée tout au long des projets nous a vraiment permis de les embarquer dans cette dynamique collective. Sur d'autres sujets, c'est les industriels qui nous embarquent, la réciproque est également vraie. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment besoin, on est sur des projets qui sont complexes, et plus on rajoute de partenaires autour de la table, évidemment, plus ça ajoute aussi des contraintes. On a vraiment besoin d'avoir un climat de confiance et de travail collaboratif avec les entreprises. Et on a besoin aussi que les entreprises aient un ancrage territorial fort, connaissent leur territoire et aient envie aussi de participer au projet de territoire. Et vous l'avez compris, entre les lignes de la dernière intervention d'Élodie, là, très clairement, nos industriels, ce n'est pas les recettes générées par les centrales solaires qui les ont convaincus. C'est plutôt l'idée de participer à la construction d'une usine énergétique métropolitaine et de participer à la transition écologique. Joseph Bertin, peut-être un mot pour compléter ? Oui, merci. Oui, effectivement, on est dans nos territoires, on a nos usines qui sont là où elles sont, et effectivement, en fonction de l'aménagement de ce territoire-là, on va avoir plus ou moins de facilité à déployer des projets qui peuvent apporter quelque chose sur le plan environnemental, sur la transition énergétique, etc. Et donc, effectivement, le fait d'être ancré territorialement et d'avoir ce soutien territorial fait que on a la capacité à continuer à développer nos entreprises et à développer l'emploi. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais un projet comme celui que j'ai présenté sur les batteries, on parle de 100 à 200 emplois pérennes d'ici 3 à 4 ans. Un autre point clé, l'agilité. Fabrice Pankouk. On l'a évoqué un peu tout à l'heure, c'est-à-dire que la temporalité de l'aménagement du territoire par les collectivités n'est pas celui de l'industrie. Et je crois que ça nous a mis un peu face à nos responsabilités et d'aller pousser un peu plus loin les curseurs. Voilà. Donc cette agilité, elle est indispensable si on veut pouvoir porter les projets. En tous les cas, si on veut pouvoir répondre des défis qui sont posés par ceux de l'industrie. Élodie Devancé, si vous souhaitez compléter. Oui, je pense que je l'ai dit aussi tout à l'heure, à plusieurs reprises. L'aspect collaboratif vraiment nous a permis de tenir sur tout le calendrier. Je reviens un peu là-dessus, mais encore une fois, des projets comme ceux-là, on a toujours des calendriers que vous avez à 2-3 ans. Vous avez toutes les chances pour que tout dérive,
que ce soit sur les aspects financiers, sur une problématique technique qu'on n'a pas envisagée, sur un aspect territorial. Voilà, nous, on n'est pas propriétaire du sol de notre site. Il appartient à la CNR, on est occupant. Donc, d'avoir les autorisations comme il faut, d'avoir... de pouvoir prévoir, encore une fois, sur du très long terme des projets comme ceux-là, c'est pas forcément des éléments qu'on anticipe au tout début, dans l'engouement du projet et de ce qu'on veut en obtenir. Donc vraiment, l'approche territoriale et collaborative, je crois que c'est le point d'après, elle est primordiale pour tenir le projet jusqu'au bout. Alors sur le modèle économique, justement, est-ce que Fabien Bordon, là, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce point important ? Oui, comme on l'a dit, cette approche globale, territoriale, de projet de territoire, pour nous, ça a été vraiment un effet levier qui a permis de maximiser les surfaces. Le site de l'IFP Énergie Nouvelle, qui était très compliqué, par exemple, sans cette démarche collective et cette impulsion de départ, il y a de fortes chances que les opérateurs photovoltaïques se soient plutôt concentrés sur d'autres fonciers plus faciles. Donc là, il y a vraiment cette démarche collective, on en est convaincu, et cette solidarité entre les projets, ou en tout cas, ce modèle commun qui permet vraiment de maximiser les surfaces aménagées dans le cas des panneaux solaires. Un quatrième point sur le rôle de facilitateur, alors de la métropole de Lyon ou de manière générale de la collectivité, et Élodie de Vancé. Bon, là, je serais encore de me répéter, mais c'est vrai qu'un des points clés, c'est ce que vient d'aborder Fabien, et c'est en complément de ce qu'on se disait avant. Très clairement, seul, nous, un projet comme celui-là, le rendement, en effet, on n'avait pas le meilleur rendement sur notre installation solaire par rapport aux autres projets. Donc, il a vraiment été... il était vital qu'on puisse s'associer à d'autres installations pour le rendre attractif. Donc, cette attractivité, quand vous ne pouvez pas la trouver seule, voilà, on a découvert par ce projet-là, ce qu'on n'avait jamais fait avant, qu'on peut finalement la trouver en s'associant avec d'autres acteurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Nous, des projets de mix énergétique, d'énergie renouvelable, on en a déjà fait. Sur notre site, on a de la géothermie. Pas de la géothermie, c'est sur un autre site. On a de la cogénération avec de l'autoconsommation d'électricité produite et de la chaleur produite. On a des toitures solaires en photovoltaïque en injection. On a des toitures solaires en thermique, en autoconsommation. Voilà, on était déjà quand même rompus à des projets comme ça d'efficacité énergétique ou de transition. Mais sur lesquels on avait entièrement la main parce qu'on savait que l'efficacité, elle était au tout départ au rendez-vous. Là, on était sur un projet, c'était particulier, où le projet, il avait vraiment ce caractère territorial et il avait beaucoup moins un caractère finalement unique, indépendant et il avait beaucoup moins de sens dans ce sens-là. Donc, il faut penser à cette autre approche qui n'est pas forcément intuitive, de se dire que voilà, un projet il peut avoir du sens parfois non pas quand il est tout seul, mais quand il est associé. Côté Savoie, avec Fabrice Pankouk, là, sur le rôle d'impulsion et de facilitateur. Alors, je pense qu'il est essentiel. Alors, j'ai sans doute un regard qui est très subjectif sur la question, mais je pense qu'il est essentiel pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a un rôle d'ensemblier. Nous, on n'a pas une compétence particulière pour intervenir sur le sujet sur lequel nous sommes. En revanche, on a ce rôle d'ensemblier où quand on dit au préfet, au sous-préfet, au DDT, etc., aux collectivités supra, venez, on a une rencontre qui est importante pour aménager le territoire, ça fonctionne et tout le monde est au rendez-vous. On est sur un territoire qui est complexe malgré tout, parce que ce n'est pas une collectivité qui s'adresse à un projet, c'est un ensemble de collectivités, et donc ça suppose qu'à un moment donné, on arrive aussi à les coordonner. Et puis enfin, il y a la question des coûts et des financements à mobiliser. Je ne veux pas prétendre sur le calendrier, j'espère qu'on y arrivera, mais en tous les cas, si on n'y arrive pas dans cette forme-là, je pense qu'on n'y serait pas arrivé dans une autre forme non plus, et j'ai la prétention de croire que c'est plus facile pour la collectivité d'aller mobiliser des financements publics au bénéfice d'un projet comme celui-là. Autre point avec le timing de réalisation. Peut-être Joseph Bertin, si vous pouvez nous témoigner de votre expérience. Au risque d'être lourd.
Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, hein, on est sur un projet qui est un projet de technologie, de haute technologie. Et ce qui caractérise ces projets-là, c'est la vitesse de déploiement. C'est aussi la vitesse d'obsolescence de ces technologies. Hein, les batteries pour véhicules électriques, ça va durer 10 ans, ça va durer 15 ans. Ça va durer au moins ça, hein, par contre. Hein, donc vous pouvez acheter vos véhicules électriques. Mais ça ne va pas durer non plus 50, 60 ans comme nos applications actuelles. Et donc, évidemment que la vitesse de déploiement, le timing est extrêmement important. Allez, 4 points suivants que va nous détailler Xavier Bonnefoy, Enedis. Oui, alors, l'important, en fait, c'est surtout c'est le planning. En fait, il faut qu'on partage le planning avec nos interlocuteurs. Alors, nos interlocuteurs, il y a donc l'industriel, mais souvent, entre l'industriel et Enedis, il y a ce qu'on appelle le mandataire. Le mandataire, en fait, c'est la société qui est choisie par l'industriel pour échanger, discuter avec Enedis et surtout ensuite suivre le projet du début jusqu'à la mise en service en injection. Et donc, il faut vraiment partager ce planning. Si par exemple, nous, Enedis, on annonce 2 ans et que dans la tête de l'industriel, c'était 6 mois, ça ne va pas matcher, ce n'est pas possible. Donc, il faut tout de suite anticiper pour qu'on puisse démarrer le plus tôt possible, sachant qu'on a quand même des délais qui sont incompressibles. Nous-mêmes, Enedis, nous travaillons donc sur le domaine public, généralement, voire sur le domaine privé. Et sur le domaine public, même si on est occupant de droit, si vous voulez, on ne fait pas non plus ce qu'on veut, comme on veut et quand on veut. Donc on a des délais, il y a des délais d'études aussi, des délais de fourniture de matériel. Actuellement, on est en plein dedans. Hein. Nous, Enedis, mais comme tous les industriels, on est confronté à des délais à rallonge. Hein. Et donc il faut vraiment anticiper ce planning et surtout le partager. Voilà. Et ensuite, surtout, et le deuxième point que je pourrais apporter, c'est sur le choix du mandataire. Là, clairement, dans l'opération, le mandataire, c'est donc Terrelac Solaire. C'est un mandataire qui a l'avantage d'être local, puisqu'il est à Lyon 3e. Nous, nos bureaux sont également à Lyon 3e. On avait une facilité, si vous voulez, d'échanger avec lui en 10 minutes à pied. On n'était pas encore au temps du télétravail à cette époque. À 10 minutes à pied, quand on avait besoin de se rencontrer sur un détail technique ou tout simplement sur un versement de chèque, en fait, ils intervenaient et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, c'était fait. Donc il y a la proximité, c'est une chose, mais surtout trouver le mandataire qui soit compétent, qui soit reconnu, en fait, connu et reconnu. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Terrelac. On a appris à se connaître, on ne le connaissait pas avant. Il n'était pas sur ce genre de projet sur le réseau HTA, 20 000 volts, pardon. Il était plutôt sur les projets en basse tension, 230-400 volts. Donc on s'est connus, on s'est appréciés, on a échangé, on a grandi ensemble. Et en fait, après, ils étaient super compétents. Le premier projet a été fait. Et puis ensuite, les autres, ça a roulé, si vous voulez. Ça a roulé parce qu'on avait une bonne entente et une bonne connaissance mutuelle. Voilà, donc anticipation du planning et choisir, là c'est pas le rôle d'Enedis, mais surtout, c'est plutôt pour les industriels ou les futurs industriels, choisir le bon mandataire. Voilà. Ça fait pas mal de choses. Allez, encore 2 derniers points. Peut-être un point d'attention sur la coordination des prises de décision. Fabrice Pankouk et puis ensuite Fabien Bordon. Plus on est nombreux et plus il faut effectivement s'accorder sur la coordination, parce que sinon on perd du temps et du coup on casse le rythme du projet. Le principe qu'on a retenu, nous, pour le projet de Tarentaise, c'est comité de pilotage, comité technique, qui nous permet du coup de rythmer à la fois l'association des différents partenaires et des différents décideurs. Voilà. Oui, évidemment, on génère une interdépendance des différents acteurs, donc d'où l'intérêt, encore une fois, en amont, de bien préparer les dossiers, de bien analyser les différentes composantes, les différents critères pour vraiment partir avec des partenaires qui seront présents et qui seront solides sur tout le long du dispositif, puisqu'effectivement, on crée des interdépendances et du coup un petit risque. Et on termine avec un dernier point, peut-être sur la complexité qui peut être générée par un nombre important de partenaires. Je me tourne vers Xavier Bonnefoy. Pardon, merci. La complexité, effectivement, comme beaucoup de gens l'ont dit, plus on est nombreux et plus c'est compliqué, plus c'est difficile de s'entendre. En fait. Mais bon, c'est incontournable de toute façon. Chacun ne travaille pas tout seul dans son coin. On est obligé de travailler avec les autres et pour les autres. Donc, effectivement, c'est l'anticipation.
Et là, effectivement, le rôle de la métropole de Lyon, qui nous a mis en relation, nous, Enedis, donc raccordeurs, si vous voulez, sur le réseau électrique, et puis Terrelac Solaire, via donc les industriels, ça nous a permis en fait de comprendre le projet. Eux-mêmes ont compris également nos besoins, en fait, nos délais, nos procédures, parce que c'est très cadré aussi, le raccordement. Et ça a permis effectivement de lever cette complexité, ou tout du moins de l'effacer. Merci, c'est super, on est exactement dans les temps. Alors place maintenant aux questions et à vos réactions. Donc un micro va tourner dans la salle si Laurent là, peut me rejoindre. Donc pour celles et ceux qui souhaitent s'exprimer, on est à votre écoute. Bonjour, donc Virginie Vivalda, je suis de la société Voltaire. Je travaille dans les énergies renouvelables. Je veux juste savoir du coup pour le choix du producteur solaire pour le projet Lyon-Rhône Solaire, comment s'est fait le choix parmi les 17 producteurs que vous citiez et qu'est-ce qui vous a orienté vers Terrelac plutôt qu'un autre? Alors, je révèle les coulisses. La métropole de Lyon avait pris un peu le leadership dans l'analyse des candidatures. Donc, alors ça date déjà un petit peu, donc je ne pourrais pas vous redonner spontanément tous les critères, mais on avait fait un joli tableau Excel avec tous les critères qui nous intéressaient. Et certains critères étaient vraiment dictés, encore une fois, par le résultat des discussions qu'on avait eues avec nos partenaires industriels qui étaient propriétaires des fonciers. L'exemple du Quinard d'Arkema, par exemple. Et très clairement, sur les candidats qu'on a eus, très peu, finalement, jouaient le jeu de rentrer dans notre projet territorial. Beaucoup ont fait une réponse certainement très compétente et très solide, mais un peu générique, où ils ont répondu de manière un peu classique. Et il n'y en a qu'une petite poignée qui avait vraiment fait le choix de détailler, d'apporter des réponses à nos demandes, à nos alertes, à nos craintes. Et du coup, ça avait vraiment conditionné un peu nos choix, sachant qu'il y avait aussi les contreparties proposées par les opérateurs qui rentraient aussi dans la discussion, dans la négociation, même si c'était souvent symbolique. Mais Élodie a insisté sur le service rendu finalement des ombrières sur les parkings. Il y a beaucoup d'industriels qui ont aussi apprécié finalement que les parkings soient rénovés et soient finalement prêts aussi demain à accueillir des véhicules électriques avec des bornes de recharge. Puisque là, on a toutes les galeries, les réseaux qui sont existants. Et du coup, voilà, c'est tous les dossiers des candidats, des opérateurs photovoltaïques étaient quand même avec beaucoup de similitudes. On sentait que globalement... tous tenaient la route, étaient très compétents, mais leur motivation, les calendriers aussi étaient très différents. On a des opérateurs qui commençaient à travailler sur le sujet finalement un peu tardivement, alors que vous l'avez compris, le planning était pour nous un élément décisif, puisqu'on voulait vraiment montrer qu'on était dans l'action et dans la transition, que tout ça était en route. Et c'est vrai que pour nous, Terrelac était aussi très très rapide. On a désigné les lauréats, je pense, en avril. Les permis de construire étaient déposés quelques semaines plus tard, quoi. Ils avaient vraiment anticipé. Voilà, il y avait toute une série de critères assez classiques et d'autres plus spécifiques liés au territoire et à nos industriels et à leurs activités. Merci pour cette réponse. D'autres questions, réactions? Bonjour. Vous m'entendez? Oui. On vous entend. Pourquoi une SA pour la gestion de projets Rhône Solaire, pas simplement un GIE ou une SCIC ou que sais-je? C'est lourd, non, une SA simple question. Pareil, on a étudié différents scénarios. Et finalement, par rapport aussi à toute la jungle des appels à projets de la Creux, c'était la solution qui est apparue la moins pire peut-être, pour aller dans votre sens. Mais effectivement, pour nous, Métropole, d'avoir pris des participations, de participer au conseil d'administration, d'avoir un élu qui représente la métropole sur place. Donc pour nous, c'est aussi du boulot de briefing, d'information, de tout ce que vous pouvez imaginer. C'était pas un choix anodin, mais c'était aussi un choix qui était indispensable pour nous de participer, puisque, encore une fois, on avait des cas de figure qui étaient très complexes, avec un modèle économique qui était quand même... vous êtes un peu des experts, donc vous savez que c'est un peu des fois tendu. Et du coup, d'avoir la métropole de Lyon dans le tour de table, ça a vraiment rassuré les banques et les financeurs. Et ça a permis encore de gagner quelques dixièmes de points sur les crédits. Donc... il y a eu vraiment aussi un effet levier et
C'est une solution qui est lourde. On ne va peut-être pas recréer des SA tous les jours pour chacun des projets. Par contre, là, c'était un véhicule de projet qui était un peu incontournable. Et du coup, on a fait ce choix-là. Ouais. Ok, merci. Peut-être une dernière question dans la salle ou... Bonjour, Farid Sago de Global Intelligence. Je représente le Césaire aussi, je suis membre du Césaire. Je voulais savoir si vous aviez à identifier des points faibles de nos territoires sur la région pour favoriser l'accueil de ce type de démarche. Voilà, quels seraient-ils ? Je vais répondre pour le compte d'Enedis, en fait. Les points faibles, en fait, le principal point faible qu'il peut y avoir, vu de notre fenêtre, en fait, c'est la capacité du réseau électrique à pouvoir absorber cette production d'énergie, alors photovoltaïque, éolienne, hydraulique, peu importe, sur le réseau existant. En fait, voilà. C'est un véritable, aujourd'hui, point faible. Parce que si vous raccordez aujourd'hui dans la vallée de la Chimie est historiquement un site sous tirage, donc de consommation. Donc amener quelques mégawatts de puissance en injection, ça s'est passé relativement facilement. Les raccordements étaient très simples, d'ailleurs les coûts étaient très faibles. Par contre, amener ce même projet au fin fond d'une zone rurale qui aujourd'hui n'a pas d'industrie, effectivement, ça va tout de suite complexifier l'étude, enchérir les coûts surtout et allonger les délais. Donc c'est un véritable point faible. C'est, pour répondre à votre question de la fenêtre d'Enedis, effectivement, c'est de se raccorder plutôt là où il y a déjà du soutirage plutôt que dans un endroit où il n'y a quasiment pas de consommation. Merci Xavier Bonnefoy. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ? On va s'arrêter là. Oui, madame. Bonjour, j'avais une question sur l'emploi. Est-ce que ces projets de transition que vous avez menés ont-ils généré de l'emploi en local ? Et si oui, avez-vous eu des difficultés pour trouver les compétences qui étaient nécessaires ? Je pense que ça, c'est plutôt pour moi. Alors oui, je l'ai dit tout à l'heure, le projet il est pour l'instant dans ses phases de démarrage, donc on a déjà quand même recruté à peu près une vingtaine de personnes, donc ça représente déjà de l'emploi, et plutôt de l'emploi qualifié, on est plutôt sur de la R&D, donc plutôt des emplois d'ingénieurs, techniciens qualifiés. Ça se passe pour cette partie-là plutôt dans la région lyonnaise, donc je ne peux pas dire qu'on a de vraies difficultés, en dehors de la tension du marché de l'emploi qu'on connaît aujourd'hui. Et pour la deuxième partie, qui est une partie plus opérationnelle, où là on va avoir à des salariés un peu moins qualifiés, encore que, on parle quand même de haute technologie. Je ne sais pas, 100 à 200 personnes sur le bassin, que ce soit la Tarentaise ou Vénissieux, je pense que ça va se voir. Et je pense que ça sera relativement compliqué. On a quand même un atout très fort sur ces projets-là, c'est que ça attire énormément les jeunes. C'est-à-dire que quand on parle de batterie, quand on parle de transition énergétique, on a énormément de candidats qui viennent pas que pour travailler dans l'industrie, mais aussi pour participer à cette transition. Et ça donne un vrai attrait complémentaire. Et je dois dire que c'est plutôt une force pour nos métiers à nous, qui sont des métiers de l'industrie lourde, qui par ailleurs n'ont pas toujours la meilleure attractivité. Côté Vallée de la Chimie, peut-être un élément complémentaire ? Effectivement, nous, vous l'avez compris, dans les cahiers des charges et dans les critères de choix, le fait d'avoir des sous-traitants, des entreprises, notamment en phase chantier, qui étaient locales, alors pas uniquement Lyon 3e, on acceptait quand même d'aller un petit peu plus largement au sein du périmètre, mais c'était un vrai plus, et c'est vrai que ça a généré, notamment pendant la phase chantier, et aujourd'hui pour la maintenance, quelques emplois. Il n'y a pas eu forcément de difficultés pour mener les travaux, les équipes étaient constituées. Par contre, nous, on a aussi développé avec la Maison métropolitaine de l'insertion et de l'emploi des parcours de formation pour des opérateurs photovoltaïques, des installateurs, des électriciens, des choses comme ça. Donc même si ce n'est pas là-dessus où on est le plus en tension, puisque nos industriels ont quand même, soit sur les sites de production, soit dans les sites de R&D, des fois quand même des difficultés à recruter. Mais ce n'est pas sur ces volets, sur ces métiers-là, ça a l'air pour l'instant d'être plutôt pas mal. Aussi parce qu'il y a des jeunes ou des moins jeunes qui sont motivés et qui ont envie d'aller bosser dans ces filières. Donc ça facilite aussi quand on a des candidats pour aller se former et ensuite postuler aux offres d'emploi.
Voilà, nous arrivons au terme de notre atelier sur le thème entreprise et territoire, un duo gagnant au service de la transition énergétique. Je tiens à remercier chaleureusement nos 5 intervenants, Fabrice Pankouk, Joseph Bertin, Fabien Bordon, Élodie Devancé de Blavou et Xavier Bonnefoy. Un grand merci à chacun pour votre participation et pour la préparation de cet atelier depuis plusieurs semaines. Merci également aux participants en présentiel, vous étiez plus de 65 à peu près inscrits. Je précise que cet atelier est disponible également en replay. D'ailleurs, pour ceux qui nous regardent en replay, sachez que les 7 autres ateliers sont également disponibles de cette journée énergie pour l'industrie en visionnage. Merci à tous, à bientôt.